Ça fait maintenant 3 ans qu'on entend parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans les médias. D'un côté, il y a la Russie qui attaque et tente d'envahir un pays souverain, de l'autre, l'Ukraine, dernier rempart entre l'Occident et la menace russe. Enfin, ça c'est la version un peu caricaturale, hein. C'est surtout un conflit que l'Ukraine n'a pas demandé. Il y a un agresseur et un agressé dans cette histoire. Mais pourquoi la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine en fait, hein? Si vous vous rappelez des infos à l'époque, on avait un peu l'impression que ça sortait de nulle part. Genre un jour, il y avait plein de troupes russes à la frontière ukrainienne, puis pouf, la guerre. Eh ben, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça en fait. Alors, avant de reprendre la vidéo, je vais juste vous demander une petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Pour la faire courte, un VPN, c'est une appli qui va créer un tunnel entre votre connexion internet et un serveur qui n'est pas chez vous, et surtout qui change les informations que vous affichez publiquement. Pour le reste du monde, vous êtes là où le VPN dit que vous êtes. Voilà, ça c'était pour la partie vite fait technique. Maintenant, pour le cas de CyberGhost, eh ben, en un seul clic, CyberGhost crypte et redirige 100% de votre trafic via ses serveurs ultra sécurisés. Résultat, personne ne peut espionner vos données. Avec des serveurs dans plus de 100 pays, vous pouvez naviguer tranquillement, en toute sécurité, où que vous soyez. Vous lancez l'appli, vous vous connectez et hop, pour le reste du monde, vous êtes aux Bahamas. Après, si vous voulez vraiment y aller, par contre, ça c'est votre problème, hein. Vos données sont donc cryptées et surtout ne sont pas sauvegardées, donc tout ce qui se passe dans ce tunnel, ça reste privé. C'est pas plus mal si vous vous retrouvez à devoir utiliser le Wi-Fi de la gare ou du domac du coin. Avec CyberGhost, vous pouvez aussi débloquer plus de 40 plateformes de streaming, dont Netflix, Amazon Prime, Disney+, et encore d'autres. Changez votre localisation en quelques secondes et profitez du catalogue américain ou polonais de Netflix avec des films et séries qu'on trouve pas en France. Comme je l'ai dit juste avant, l'application est dispo sur à peu près tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous restez anonyme 24h sur 24 et vous pouvez même partager votre abonnement avec la MIF. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans la description et vous avez même droit à moins 83% de remise. Ça fait à peu près 2 € par mois avec 4 mois bonus gratos et vous avez 45 jours d'essai, satisfait ou remboursé si vous voulez juste essayer. CyberGhost a plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, hein, c'est tout simplement l'un des VPN les plus recommandés du marché avec une note plutôt BG sur Trustpilot. Du coup, encore merci à CyberGhost VPN pour ce sponsor, hein. Comme je dis régulièrement, c'est toujours compliqué de faire ces vidéos et un peu de soutien, ça fait jamais de mal. L'Ukraine, c'est un pays d'Europe de l'Est, frontalier avec la Russie et qui est indépendant depuis la chute de l'URSS en 1991. Et comme beaucoup d'anciennes républiques soviétiques, dans ses premières années, le pays vit une période assez bordélique. Corruption à tous les étages, ingérence russe, la vie ne s'améliore pas automatiquement pour les Ukrainiens. Mais avec le temps, il y a une volonté de plus en plus forte de se tourner vers l'Occident, que ce soit politiquement ou économiquement. L'Ukraine collabore avec l'OTAN dès les années 1990 et demande même à y rentrer en 2008. Sur le papier, c'est cool. Le pays se prend en main, fait ses propres décisions politiques, ça rend plutôt optimiste pour le futur, non? Eh ben non! 5 ans plus tard, en 2013, le Parlement ukrainien valide une série d'accords avec l'Union européenne, notamment pour faciliter les échanges commerciaux et les déplacements entre l'Ukraine et les pays de l'Union européenne. Mais c'est sans compter sur le président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, qui suspend la signature des accords. Pourquoi? Eh ben parce que ça couperait l'Ukraine de ses relations commerciales avec la Russie. Puis en vrai, les aides de l'UE seraient pas suffisantes pour compenser. Du coup, ça vaut pas vraiment le coup. Oui, parce que du coup, hein, on apprend que le gouvernement russe, et surtout son président Vladimir Poutine, ont fait pression sur le président Yanukovych pour qu'il bloque ces accords. En réponse à l'interférence de la Russie et du président dans ce processus, il y a tout un tas de manifs qui vont commencer à voir le jour un peu partout dans le pays, les plus grosses se déroulant sur la place de l'indépendance à Kiev, la place Maïdan. Et la réponse du président va pas vraiment être la meilleure. Arrestations abusives, violences policières en tout genre, certaines personnes identifiées dans les manifs perdent leur taf carrément. Le gouvernement restera même le droit à manifester via une série de lois, la bonne démocratie comme on kiffe. C'en est trop, les manifestations
situation se transforme en révolution, la révolution de Maïdan. Ça va escalader jusqu'au 20 janvier où un premier manifestant est tué par la police, et ça va continuer comme ça jusqu'au 22 février 2014. Sur cette période, plus de 100 manifestants sont tués, et c'est pas juste des incidents isolés, hein. Les forces spéciales ukrainiennes ont littéralement tiré dans la foule à balles réelles. La situation devient tellement critique que le Parlement révoque le président Yanukovych, qui fuit le pays dans la foulée pour aller se planquer en Russie. Et c'est marrant, hein, parce que c'est la deuxième révolution que voit l'Ukraine en 10 ans. La première, c'était la révolution orange en 2004, contre la victoire aux élections présidentielles de Viktor Yanukovych, qui aurait gagné de manière pas très nette, avec le soutien de Vladimir Poutine. On tourne en rond, vraiment. Une des grosses raisons de la révolution de 2014, d'ailleurs, hein, c'est la corruption de la société ukrainienne en général, héritée de l'ère soviétique. Genre, tu veux éviter une amende ou avoir un rendez-vous chez le médecin plus vite? Pot de vin. Ça, plus la corruption du gouvernement mise en avant grâce au travail de journalistes indépendants, ça a poussé tout le monde à bout. Donc d'un coup, tu vois ton gouvernement post-soviétique qui recommence à se tourner vers la Russie, bah t'es pas super content quoi. L'autre raison de cette révolution, c'est le refus du président de se rapprocher de l'Union européenne. Il y a vraiment à ce moment une volonté très forte des Ukrainiens de plus d'échanges avec l'Europe. Enfin, je veux dire, la révolution a aussi été appelée Euromaïdan, hein, c'est pas rien. Faire machine arrière pour se tourner un peu plus vers la Russie, c'est à l'opposé de ce que veulent les Ukrainiens. Du coup, c'est super, hein, mais c'est quoi le rapport avec la guerre en fait? Une semaine plus tard, le 27 février, hein, des bonhommes armés prennent le contrôle de bâtiments officiels dans la péninsule de Crimée. Petits hommes verts. 2 semaines plus tard, on organise un référendum sur l'indépendance de la Crimée, jugé illégal par le gouvernement ukrainien. Et 2 jours plus tard, les dirigeants de la région signent un accord avec Moscou pour rejoindre la Russie. Genre, c'est allé méga vite, hein. Il y a eu moins d'un mois entre les gars qui débarquent armés pour occuper des bâtiments et leur attachement à la Russie. Nous, on n'a même pas réussi à avoir de Premier ministre dans ce temps-là. Mais pourquoi d'un coup, la Crimée veut rejoindre la Russie comme ça? Alors, faut savoir que la Crimée, contrairement au reste de l'Ukraine, est majoritairement russophone et sa population est d'origine russe. Pendant la guerre froide, elle est rattachée à l'Ukraine par l'URSS, mais sur la fin, en 1991, la région devient la République socialiste soviétique autonome de Crimée. Et à l'indépendance de l'Ukraine, elle en devient un territoire autonome via un autre référendum. C'est le peuple de Crimée qui a demandé à être attaché à l'Ukraine. Le fait que 20 ans plus tard, la Crimée veuille rejoindre la Russie, c'est le résultat de plus d'une décennie de tensions entre l'Ukraine et la Russie, et surtout de tentatives d'ingérence russe dans les affaires ukrainiennes. C'est pas un hasard que cette volonté soudaine d'indépendance suive les révoltes contre la corruption du pays et la volonté de ses dirigeants de se tourner de plus en plus vers la Russie, là où le peuple ukrainien préférerait plus d'échanges avec l'Union européenne. Et la Russie a noyé la région dans la propagande et la désinformation. Alors, on parle de préparation d'un génocide contre les Russes d'Ukraine, de kidnapping de civils par l'armée, de quoi bien remonter les habitants contre le gouvernement ukrainien. Après, il y avait déjà des sources de tension entre le gouvernement et les habitants de la région, hein, notamment en passant une loi qui réduisait, voire interdisait dans certains coins, l'usage et l'apprentissage du russe en Ukraine. Alors que, comme on l'a dit juste avant, je le répète, une partie de la population de Crimée est russophone. Est-ce que c'est suffisant pour vouloir carrément faire sécession ? Pas sûr, hein. Surtout quand on sait qu'aucun observateur international n'était présent lors des votes, et des dépouillements d'ailleurs, hein, et qu'on a des rapports de non-russophones interdits de voter et de bourrage d'urnes. Il y a même une journaliste russe qui a rapporté avoir été autorisée à voter alors qu'elle avait même pas la nationalité ukrainienne. Elle était juste là pour le taf, hein. Si en plus, on se rend compte que les résultats des votes étaient à plus de 95% pour rejoindre la Russie, bah, on voit bien qu'il commence à y avoir une douille quand même. Mais vous vous en doutez, ça s'est pas arrêté là. Un mois plus tard, en avril, des conflits armés éclatent entre des séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes dans la région du Donbass, plus précisément dans les villes de Donetsk et Lugansk. Le petit truc qui est pas dit, c'est que les séparatistes sont soutenus en tsum-tsum par le gouvernement russe, qui leur file des armes, des tanks et même des soldats, ce qui met le gouvernement ukrainien en galère sévère. Après presque un an de conflit, plus de 900 000 civils déplacés, des milliers de morts et des crimes de guerre allant de la torture au meurtre et au viol, en février 2015, un cessez-le-feu est officiellement déclaré sous la forme des accords de Minsk II. Les villes de Donetsk et de Lugansk deviennent chacune des républiques populaires indépendantes. Du coup, c'est bon, hein, c'est fini. Il y a la paix, tout ça, merci tout le monde, vous pouvez rentrer chez vous. Eh ben non.
Entre 2015 et 2022, va y avoir 29 cessez-le-feu. Alors, ça s'est calmé, rien du tout. Ça s'est juste transformé en guerre de tranchées avec moins de pertes, mais il y a quand même un paquet d'escarmouches dans l'est de l'Ukraine. J'aime bien ce mot, escarmouche. C'est sympa. Et la Russie est toujours derrière. Le gouvernement recrute et envoie des soldats dans la région pour continuer les combats, finance les séparatistes et continue de leur envoyer du soutien logistique. En 8 ans, c'est près de 13 000 personnes qui ont été tuées, dont plus de 3 000 civils. Et tout ça, c'est l'œuvre d'un homme, Vladimir Poutine. Là où le précédent président russe, Boris Yeltsin, voulait plus d'ouverture vers l'Occident, genre même la nouvelle constitution russe est écrite sur un modèle occidental, Poutine, lui, veut étendre le pouvoir de la Russie, quitte à se mettre l'Occident à dos. Dans ses premières années à la présidence du pays, il a pourtant continué cette politique d'échange et d'ouverture avec l'Ouest. Il y a eu les JO d'hiver de Sochi, il a collaboré avec l'OTAN et il a été le premier à appeler le président Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Et la Russie a même soutenu les États-Unis au début de sa guerre contre le terrorisme. Enfin, le magazine Times l'a même nommé personnalité de l'année en 2007, truc totalement inimaginable aujourd'hui. Mais entre-temps, sa position a totalement changé. Depuis la chute de l'URSS, la Russie est passée de superpuissance mondiale avec l'arme nucléaire à pays en reconstruction que plus personne calcule vraiment. Et en vrai, c'est un sentiment qui a vraiment du mal à passer en Russie. Il y a vraiment une volonté de redevenir un pays important qui se développe autant pour Poutine que le peuple russe. Il n'y a qu'à voir comment sa cote de popularité est montée en flèche après l'annexion de la Crimée. Bon, ok, ça a bien été aidé par un énorme taf de propagande aussi. Il y a eu tout un tas d'événements qui ont contribué à changer la vision de Poutine sur les États-Unis, genre la guerre en Libye, où il était contre une intervention extérieure et pas été écouté. Derrière, il voit les différentes révolutions qui font suite au printemps arabe comme des interventions de la CIA pour déstabiliser un peu plus des gouvernements stables. Faut comprendre autoritaire là. Quand il revient au pouvoir en 2012, on rappelle que Poutine a été élu président en 2000. Ça fait 25 ans qu'il est à la tête de la Russie, le bougain. Et non, je compte pas la parenthèse Medvedev. Ça nous compte pas. Bref, dans les années 2010, donc, sa cote de popularité n'est pas forcément au plus haut. Il a été réélu, certes, mais dans des conditions pas très nettes. Un peu comme le référendum en Crimée. Il y a même des manifs contre lui à ce moment. Enfin, vraiment, ça va pas être un mandat facile. Et pour Poutine, ce revirement dans l'opinion publique, c'est dû à l'influence occidentale. Enfin, plus précisément, pour lui, ça ne peut être que l'œuvre de services secrets étrangers. Et il doit faire quelque chose pour endiguer ça. Endiguer aussi, c'est rigolo comme mot. Tu rajoutes à ça son propre rapport à l'Occident, enfin surtout aux États-Unis, qui s'est détérioré tout au long des années 2000 avec des sorties du genre ça. Les États-Unis ont outrepassé leurs frontières de toutes les manières. Plus personne ne se sent en sécurité. Pour Poutine, la situation est claire. La Russie doit exister dans sa propre sphère, sans ingérence états-unienne et redevenir une superpuissance mondiale. Il veut refaire de la Russie un pays influent qui est craint sur la scène internationale, que ce soit à travers le contrôle de pays voisins de l'ancien bloc soviétique ou via des organisations internationales comme les BRICS. À l'origine, c'est un genre de G8 des pays en voie de développement qui est surtout devenu le nouveau rassemblement des pays non alignés. BRICS, d'ailleurs, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Bon, aujourd'hui, ça regroupe plus de pays, mais c'est une organisation où la Russie a un poids assez conséquent, par exemple. Et voir un pays frontalier qui fait partie de sa sphère d'influence, autodéclaré, les Ukrainiens, ils faisaient juste leur vie. Essayer de rejoindre une organisation occidentale, qui plus est vue comme gérée par les États-Unis, c'est juste impossible. Alors que bon, au moment de l'invasion de 2022, le processus était même pas en cours. C'était pas du tout une certitude que l'Ukraine rejoigne l'OTAN rapidement. Je veux dire, ils ont officiellement envoyé leur demande pour rejoindre l'organisation en septembre 2022. 7 mois après le début de l'invasion russe. Et c'est pas le seul truc sur lequel la Russie a sa propre version des faits. Pour revenir à la guerre avec l'Ukraine, là, pour l'instant, je vous ai juste raconté la version occidentale de l'histoire. En Russie, c'est pas vraiment la même tambouille. Apparemment, la révolution de Maïdan et la fuite du président sera en fait un coup d'État pour mettre en place un gouvernement pro-occidental. Un gouvernement pas du tout pro-russe, donc, qui aurait commencé à préparer un génocide des populations russes de Crimée et du Donbass. D'où le fait que les vaillants russes d'Ukraine se soient rebellés contre ce gouvernement sanguinaire, dirigé par des nazis en plus. Enfin, en 2022, on considère encore les nazis comme les méchants de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un peu plus flou, n'est-ce pas? D'ailleurs, il dit ça, mais en parallèle, ça n'a pas trop l'air de le déranger de soutenir des partis d'extrême droite un peu partout en Europe.
Après, qui suis-je pour juger? Poutine lui-même insiste sur le fait que l'attaque de 2022 avait pour but de mettre fin à la guerre. Alors que pourtant, on a des preuves du déploiement de soldats russes envoyés de Russie dans la région depuis presque 10 ans. Et tout ça culmine avec l'amassement de troupes russes à la frontière fin 2021. Et c'est pas les troupes de soutien comme on a pu voir en Crimée ou dans le Donbass. La région où se trouvent les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, là. Non, là on parle de plus de 150 000 soldats russes postés un peu partout aux frontières russo-ukrainiennes, mais aussi en Biélorussie, pays indépendant mais qui est surtout une dictature qui est toujours plus ou moins un satellite russe, comme au bon vieux temps du RSS. Mais tous ces soldats, ils sont pas là pour faire la guerre. Non, ils sont là pour des exercices militaires qui, 3 mois plus tard, se transforment en une opération militaire spéciale. Opération spéciale qui dure depuis 3 ans maintenant, avec toujours comme argument principal la libération des Russes d'Ukraine oppressés, la dénazification de l'Ukraine et l'arrêt des tentatives de l'Occident d'influer sur la politique ukrainienne. L'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, son gouvernement a même fait une demande d'adhésion à l'Union européenne, et tout ça pour la Russie, ça veut dire les Américains vont pouvoir mettre leur armée à ma porte. Et ça a aussi déclenché la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande dans la foulée. Vraiment incroyable contre son camp. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une guerre qui dure depuis 11 ans. Et j'insiste sur le 11 ans. Du coup, pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Eh ben parce que la Russie, à travers Vladimir Poutine, a eu l'impression de perdre un pion important qui lui revenait de droit. Vladimir Poutine veut reformer un empire russe, et pour lui, cette invasion, c'est juste une étape sur cette voie. Pour Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. I've always thought that Ukrainians and Russians are one people, at least one ethnic group. Et cette vision impérialiste, avec des territoires indépendants qui lui reviennent de droit, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête à l'Ukraine en fait. Il n'y a qu'à voir les tentatives d'ingérence récentes dans les anciens pays et régions du bloc soviétique, comme la Moldavie ou la Roumanie, pour favoriser des candidats pro-russes aux élections. C'est pas fini d'être le zbeul, quoi. Bonjour. C'est le Dave de un mois après le tournage, et en vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Alors juste petite précision, quand je dis que la Russie s'arrêtera pas forcément à l'Ukraine, j'oublie aussi de préciser que depuis 2008, la Russie occupe des territoires en Géorgie et refuse de les rendre. C'est juste qu'on n'en parle plus, mais il y a ça qui est en cours aussi. Et un autre changement, c'est tout simplement le fait que Donald Trump et Vladimir Poutine soient pas mal en bisbille en ce moment, et il y a eu un changement dans le narratif par rapport à cette guerre en cours. On a notamment vu Donald Trump dire à plusieurs reprises que c'était une guerre qui était entièrement de la faute de l'Ukraine. Alors qu'on le rappelle, c'est la Russie qui a attaqué sans qu'on leur ait rien demandé dans cette histoire. Et il y a d'ailleurs plusieurs représentants américains qui ont dit que l'Ukraine ne pouvait pas espérer revenir aux frontières d'avant 2014, c'est-à-dire avec la Crimée et le Donbass. Donc voilà, c'était tout pour moi, juste un petit ajout, mais vu que la vidéo sort dans 2 semaines, je sais pas quel genre de dinguerie je vais être obligé de rajouter avant de la sortir. Voilà. C'est tout pour moi. Enfin, bref. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au lien dans la description pour profiter de 83% de réduction. Vous pouvez vous en servir sur cet appareil en même temps et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et si vous êtes encore là, déjà, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.